Bien, depuis ce matin, nous avons pu aborder les enjeux techniques et technologiques liés au grand fonds marin, ainsi qu'une présentation de la stratégie ministérielle. Au cours de cette stratégie, nous avons notamment vu que l'un des objectifs était de connaître, car pour protéger et maîtriser les grands fonds marins, il faut les connaître. Quel est l'état des connaissances, quels sont les enjeux scientifiques. Pour répondre à ces questions et aborder ces sujets, nous accueillons M. Houllier, président directeur général d'Ifremer. Bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être présent à cette journée et puis merci de nous fournir l'opportunité. Quand je dis nous, c'est collectivement parce que la présentation que je vais faire, elle a été inspirée et pour partie partagée avec 3 collègues qui sont dans la salle. Olivier Lefort, qui est le directeur de la flotte océanographique française, Jan Obderbeke, qui est le responsable de l'unité dédiée au système sous-marin de l'Institut, et puis Jean-Marc Daniel, qui est le directeur du département ressources physiques et écosystèmes de fonds de mer. Donc si tout à l'heure il y avait des questions trop pointues, je me tournerai rapidement vers eux pour en parler. Donc effectivement, l'idée c'est de vous dire 2-3 mots sur l'état des connaissances et les enjeux scientifiques, mais aussi technologiques tels que nous les voyons, avec beaucoup de choses en continuité avec ce qui a été déjà présenté, mais aussi des éléments un petit peu différents, puisque nous sommes effectivement un organisme de recherche scientifique. Juste un mot pour vous dire qu'on a 4 grandes missions à l'Ifremer. Une mission de recherche scientifique et technologique, si possible interdisciplinaire, mais dans certains cas, nous creusons au sillon disciplinaire. Une mission d'expertise, de surveillance scientifique en appui aux politiques publiques. Et par exemple, quand l'Ifremer intervient sur les contrats avec l'Autorité internationale des fonds marins pour de l'exploration des ressources minérales, nous étions dans une posture d'appui aux politiques publiques autant que de recherche. Une mission de partenariat et de transfert technologique pour l'innovation, et je suis heureux qu'il y ait un certain nombre d'entreprises avec lesquelles nous collaborons qui soient présentes aujourd'hui. Et puis une mission qui est importante, qui est d'opérer la flotte océanographique française et de gérer des grandes infrastructures de recherche, sachant que la flotte est la plus grande des infrastructures de recherche environnementale en France. On a 3 grandes finalités. L'une consiste à gérer durablement les ressources marines, y compris des ressources qui peuvent être dans les grands fonds marins, ressources biologiques ou ressources minérales. On pourra revenir tout à l'heure s'il y a des questions sur la question de l'exploitation de ces ressources et de l'interdiction et de la décision française en la matière. La protection des écosystèmes marins, et là aussi les grands fonds jouent un rôle important, à la fois parce qu'ils sont des écosystèmes très fragiles qu'il faut pouvoir protéger, et puis en même temps parce qu'eux-mêmes peuvent générer un certain nombre de troubles. Il y aura une illustration tout à l'heure sur ce qui s'est passé au large de Mayotte. Un volcan sous-marin émerge et là il y a des menaces pour la sécurité civile qui apparaissent. Et puis il y a toute la question du partage des données, des informations marines, de la dérivation d'un certain nombre de services. Et tout à l'heure, j'ai entendu notre collègue du CHOM évoquer jumeaux numériques de l'océan profond. Ça fait partie des sujets qui nous concernent. On est présent dans l'Hexagone et les Outre-mer, mais si j'ai tenu à faire figurer cette carte, c'est parce que quand on parle des grands fonds marins, sous un angle plutôt scientifique, il va y avoir la zone internationale, nous y intervenons, et je le montrerai tout à l'heure par une diapositive, mais il y a aussi tous les Outre-mer. Et il faut qu'on ait quand même pleinement conscience que l'essentiel de la zone économique exclusive française est dans les Outre-mer et que dans cette zone économique exclusive, il y a beaucoup de zones qui relèvent des grands fonds marins. Et donc il faut vraiment avoir cette chose-là en tête, alors notamment Polynésie, Nouvelle-Calédonie, mais aussi Océan Indien. Et puis, dernier point qui me paraissait important, j'aime beaucoup cette carte et la présenter parce que c'est la carte c'est les traces des campagnes océanographiques réalisées par l'Ifremer, pour l'Ifremer, mais aussi pour le CNRS, pour l'Institut de recherche pour le développement, pour le Muséum national d'histoire naturelle, pour les universités. Mais quand vous avez cette carte, vous voyez donc les points d'accrétion, les endroits qui sont des endroits intéressants pour la communauté scientifique française. Vous voyez par exemple la ride médio-atlantique clairement apparaître. Et si nous allons dans cette zone-là faire des campagnes, c'est bien parce qu'il y a des grands fonds. Vous allez voir apparaître aussi des choses dans le Pacifique Est, pas très loin de Hawaï. C'est bien parce qu'il y a la zone de Clarion-Clipperton dans cet endroit-là que nous allons régulièrement dans cet endroit. Donc je pense que cette carte-là témoigne aussi des zones d'intérêt que nous avons, pas seulement sur les grands fonds, mais entre autres sur eux. Juste une diapositive pour poser une question sur la place de l'océan profond par rapport à nos sociétés.
un peu en décalage peut-être avec un certain nombre de choses qui ont été évoquées ce matin, mais aussi en continuité, avec 4 points. Ça fait partie de notre imaginaire, ça reste l'objet d'une grande curiosité. Je crois que ça a été un peu évoqué tout à l'heure, mais je crois que c'est quelque chose d'important, et en même temps, ça reste de fait inaccessible. Enfin, à part pour les 4, 5, 6 qui sont allés dans la fosse des Mariannes. C'est un réservoir de ressources, ça a été évoqué, tant de ressources physiques, de ressources minérales, mais aussi de ressources biologiques qui peuvent être utiles, notamment dans le domaine de la santé. C'est une composante méconnue du système climatique. L'océan profond se réchauffe lui aussi, alors très peu à ce stade. Mais cette perturbation est en train d'intervenir et elle a lieu. Et là, les plus 0,02 et ou 0,04 par décennie, c'est à des profondeurs qui sont supérieures à 2000 mètres. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure, je n'y reviendrai pas, c'est un espace géostratégique, on pourrait trouver d'autres éléments. Et cet espace géostratégique, il est important parce qu'il y a les câbles sous-marins, c'est les communications que nous avons en intercontinental. Donc oui, je pense que l'océan profond nous concerne, même si nous n'en avons pas totalement conscience dans notre vie de tous les jours. Alors pourquoi est-ce qu'on explore l'océan profond? D'abord, c'est un espace qui... Alors l'océan globalement reste à explorer, mais l'océan profond en particulier, donc ça a déjà été évoqué, grande partie de la zone économique exclusive française. Des 3/4 de l'océan sont situés à plus de 3000 mètres de profondeur. Un grand nombre d'espèces marines connues, mais une estimation totale du nombre d'espèces hors micro-organismes qui montre qu'il y a un delta immense entre ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas. Et puis, comme ça a été évoqué, en gros, 4/5 des fonds océaniques n'ont pas été cartographiés de manière détaillée. Mais quand on parle de cartographie, ici, on parle essentiellement de bathymétrie. On ne parle pas de décrire de façon précise la nature des habitats qu'on a dans les grands fonds. Et j'emprunte ici à Jean-Marc Daniel une diapositive dont je sais qu'il l'aime beaucoup. Mais en gros, quand vous regardez la carte de droite, vous avez non seulement le relief, la bathymétrie, en haut, enfin en bas pour l'océan et puis l'altitude mais vous avez aussi la nature de la végétation que vous trouvez. Et ça, quand on dit que 80% reste à cartographier, c'est pratiquement 100% pour lesquels nous ne connaissons rien sur les habitats de fond de mer, à part quelques cas particuliers. Donc oui, c'est un domaine qui reste à explorer. Et comme ça a été évoqué tout à l'heure, mais je le présente de manière un peu différente, les grands fonds, c'est une mosaïque d'habitats très différents. Alors tout à l'heure, ça a été très bien montré par les premiers intervenants, mais là, vous en avez des images différentes, plus tournées vers la biologie et les habitats, les plaines abyssales et leurs nodules, les coraux profonds qu'on va trouver aux marges des continents et sur les sous-marins, les monts sous-marins, les monts sous-marins eux-mêmes, et il y a plus d'1 million de monts sous-marins actuellement répertoriés dans le monde. Les écosystèmes hydrothermaux qu'on va trouver notamment sur les dorsales océaniques, avec donc les fumeurs noirs, avec des substrats particuliers, une vie qui est particulière, des écosystèmes particuliers, et puis d'autres sources de fluides froids qu'on va trouver pour le coup, alors froids ceux-là, alors que sur les écosystèmes hydrothermaux, c'est des fluides chauds, qui sont sur les marges continentales. Donc une grande diversité d'habitats dont on sait qu'elle existe, mais dont on n'a pas la cartographie à ce stade. Donc ça reste bien un objet d'exploration. Donc on va explorer pour découvrir et pour connaître. C'est finalement sur notre planète la dernière région à explorer. Et je l'ai dit, ça a été évoqué ce matin, d'accès difficile, invisible depuis l'espace, avec une grande diversité de milieux et d'écosystèmes. C'est une zone qui joue un rôle dans la machinerie climatique, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, et donc dont on ne connaît pas encore complètement la fonction. Et puis, comme ça a été aussi évoqué, on ne peut protéger que ce que l'on connaît. Or, la question de la protection se pose déjà, puisque quand ils ont plongé dans la fosse des Mariannes il y a quelque temps, ils y ont trouvé du plastique à plus de 10 000 mètres de profondeur. Donc, ces zones-là, l'océan profond est déjà, d'une certaine manière, anthropisé ou affecté par nos activités. Donc, si je précise sur un certain nombre de points particuliers, une biodiversité riche et à connaître, que j'ai déjà illustré sur quelques diapositives en vous montrant les différents types de milieux qu'on peut rencontrer, mais aussi avoir en tête que cette diversité, elle est de fait, dans les grands fonds, particulièrement élevée. L'article de Science Advances qui est cité là montre qu'il y avait 3 fois plus de biodiversité dans le sédiment sur le fond qu'il n'y en avait dans la colonne d'eau au-dessus. Donc nous avons là un univers à découvrir, à connaître. Dans un registre complètement différent, qui relève plutôt des géosciences,
Claire Charles, je vous invite à aller regarder 1 minute de science sur le site de l'Ifremer, et je me suis inspiré de ce qu'elle y dit, qui a soutenu donc sa thèse il y a, je crois, à peu près 1 an, dans le département dirigé par Jean-Marc Daniel, a travaillé sur les encroûtements métallifères avec du ferromanganèse. Donc on est bien dans les grands fonds. Et qu'est-ce qu'elle observe? C'est que ce sont des archives de la chimie de l'océan au long cours, et que les étudier permet de reconstituer l'évolution du climat, l'évolution de l'océan et puis l'évolution de la géologie. Donc il y a aussi des questions de recherche particulièrement intéressantes qui peuvent être traitées quand on regarde ces grands fonds. Autre élément, on va y trouver, je parlais de biodiversité il y a un instant, des organismes qui sont adaptés à des conditions extrêmes en termes de température et de gradient de température. Quand vous pensez aux sources hydrothermales, vous avez sur quelques centimètres des gradients très forts de température, de l'eau à 2 degrés à côté de sources qui sont à une centaine de degrés, pour donner des ordres de grandeur. Vous avez des changements d'acidité, vous avez des conditions extrêmes en salinité, en composants chimiques toxiques, en métaux lourds. Donc vous avez des organismes qui sont adaptés à ces environnements-là. Donc il y a, tout à l'heure, quelqu'un posait la question de la bio-inspiration. Ben oui, il y a des ressources qu'on pourrait qualifier de métaboliques, de biologiques, qui sont tout à fait originales dans ces environnements-là. C'est aussi explorer pour nos sociétés plus largement, donc préserver et restaurer des ressources d'innovation biologique. Par exemple, et je reviendrai tout à l'heure, on a trouvé des peptides antimicrobiens dans un certain nombre d'organismes marins. C'est évidemment des ressources minérales et énergétiques potentielles, notamment sous l'angle des métaux rares et puis sous un certain nombre d'autres angles, mais qui pose une question alors, qui est à l'agenda très clairement politique et géopolitique, puisque le président de la République s'est exprimé pour l'interdiction de l'exploitation des grands fonds marins, mais de fait, la question était posée et restera posée de savoir si cette exploitation était économiquement soutenable et puis si elle est écologiquement soutenable et à quelles conditions, notamment en termes de préservation des écosystèmes que j'évoquais tout à l'heure. C'est aussi des milieux dans lesquels il peut se passer un certain nombre d'aléas sous-marins, et donc il y a des enjeux de protection des populations, puis il y a des enjeux particuliers, y compris sous l'angle des aléas sous-marins, de sécurisation des câbles sous-marins. On a mené un certain nombre de projets pour voir dans quelles conditions il y avait des risques de rupture de ces câbles. Alors sur les ressources minérales auxquelles souvent on fait référence quand on pense à l'Ifremer et aux grands fonds, l'Ifremer est effectivement chargé par l'État français de 2 contrats d'exploration avec l'Autorité internationale des fonds marins. Il y en a un qui est dans la zone de Clarion-Clipperton, dans le Pacifique Est, sur les nodules. Donc c'est les zones qui sont représentées globalement, les zones où il y a des nodules, et ça, cette carte-là date d'il y a assez longtemps. Mais ce sont des zones potentiellement celles qui sont en orange. L'Ifremer a aussi un contrat d'exploration au milieu de l'Atlantique, enfin sur la dorsale médio-atlantique, qui lui concerne les sulfures polymétalliques. Donc un autre type, donc c'est ce qu'on va retrouver le long d'un certain nombre de dorsales avec les petits points rouges, et puis aussi des zones à encroûtement cobaltifère qui sont des zones potentiellement à explorer et à mieux connaître. Mais là, à nouveau, au-delà de la question du potentiel économique et des éventuels impacts écologiques d'une exploitation, il y a des questions particulièrement intéressantes et qui restent dans une large mesure ouvertes en matière de géosciences et de géologie. Donc elles sont listées ici, mais on ne comprend pas complètement la manière dont ces formations, que ce soit sulfure, que ce soit nodules ou que ce soit encroûtement, se forment, comment elles sont distribuées, l'importance des phénomènes biologiques et biogéochimiques. Voilà donc des questions qui restent. Certaines ont commencé d'être traitées, mais d'autres continuent d'être des questions d'intérêt scientifique. Je l'évoquais tout à l'heure, un vaste spectre de ressources biologiques. Donc nous travaillons maintenant depuis, je crois, une dizaine d'années à l'Ifremer sur une bactérie découverte dans des sources hydrothermales du golfe de Californie, donc, qui répond au doux nom d'Altermonas infernus, et qui produit de fait des polysaccharides qui ont des propriétés intéressantes pour régénérer des tissus animaux, par exemple des tissus osseux ou cartilagineux, puis qui a aussi un intérêt potentiel en termes de limitation des métastases. Pour l'instant, il n'y a pas de produit qui en soit dérivé, mais on a testé un certain nombre de propriétés. Donc voilà une illustration. Et puis autre illustration de pourquoi c'est important d'explorer, donc j'allais plus vite, mais vous savez sans doute donc au printemps 2018, la Terre s'est mise à trembler à Mayotte de façon répétée. On s'est pendant longtemps posé la question
C'est finalement à l'occasion d'une campagne océanographique que nous avions décidé, en lien avec le CNRS, avec l'Institut de physique de Globe de Paris, avec le BRGM, qu'on a pu découvrir un volcan sous-marin qui était apparu donc au large de Mayotte et qui fait à peu près 800 mètres de haut sur 4-5 km de large. On est bien dans une zone de grand fond. Et l'aléa potentiellement généré non pas par le volcan, mais par un certain nombre d'autres séismes mineurs autour est susceptible de déstabiliser les pentes et de générer un tsunami qui pose des questions de sécurité civile. Donc quand on parle de grand fond à l'Ifremer, on parle de tous ces éléments-là en complément d'un certain nombre d'autres éléments que vous avez évoqués dans le courant de cette matinée. Et on parle d'un dernier sujet qui est moins scientifique, qui est plus technique, mais qui mérite d'être mentionné, c'est l'extension du plateau continental français, du domaine sous-marin de la France. Il y a un programme qui a démarré au début des années 2000, en 2002 ou 2003 pour être exact, auquel la France a consacré une vingtaine de millions d'euros et qui a déjà permis d'étendre le domaine sous-marin français, pas la zone économique exclusive, mais bien le domaine sous-marin français, de 730 000 km², les extensions les plus récentes ayant été au large de la Réunion et des îles Saint-Paul et Amsterdam. Il y a encore en gros en jeu 500 000 km², notamment dans les australes de la Polynésie française. Mais pas seulement. Voilà, alors après, donc c'était un peu ce que je voulais vous montrer là, c'était pourquoi c'était important d'explorer, pourquoi c'était important de connaître cette zone-là, en complément de ce qui a pu être évoqué ce matin, plutôt à un titre de défense, mais je pense que c'était voilà, utile que vous ayez cette vision-là. Alors après, comment on explore, et ça a été beaucoup évoqué ce matin, les outils de l'exploration dépendent beaucoup à l'Ifremer de la flotte océanographique française. Alors la flotte, c'est à la fois des navires, et souvent quand on m'interroge sur la flotte, on me parle des navires. Mais en fait, les navires, c'est ce qui permet d'accéder, vous avez vu la trace tout à l'heure des campagnes, c'est ce qui permet d'accéder au-dessus des endroits éventuellement intéressants. Mais pour aller observer, il faut toute une gamme d'engins sous-marins qui vont permettre soit d'aller au fond, d'intervenir au fond, par exemple le sous-marin Nautile qui a été évoqué tout à l'heure, qui a des capacités d'intervention, ou le robot 6000 qui s'appelle Victor 6000, qui est un robot téléopéré qui peut lui-même aussi intervenir au fond, des robots plus légers, ou alors il faut utiliser des engins en général on va utiliser d'ailleurs en premier avant d'aller intervenir, des engins de reconnaissance, des engins de survey. Donc des drones d'une manière ou d'une autre. Tous ces outils qui sont illustrés ici, ils sont ouverts à la communauté scientifique et donc ils ne sont pas la propriété, ils sont la propriété de l'Ifremer. Ils ont été très largement développés avec des technologies de l'Ifremer, mais aussi en utilisant des technologies d'un certain nombre de partenaires industriels, parce que beaucoup de ces objets-là ont été développés en partenariat. Tout à l'heure, le Nautile, vous en avez parlé au titre de Naval Group. Dans un instant, je parlais du LIX, et à ce titre-là, on a collaboré avec ECA, qui est maintenant Exail. Voilà, donc ces partenariats sont importants, mais il faut avoir en tête que cette flotte, elle est ouverte à l'ensemble de la communauté scientifique française, et c'est bien ainsi. Donc ces outils-là sont importants. Il y a d'autres outils qui sont moins connus, sur lesquels je voulais insister ici. Nous disposons d'un certain nombre d'observatoires des points fixes sous-marins. Alors il y en a 4 qui sont représentés ici, un qui est au large des Açores, qui est maintenant suivi depuis plus de 10 ans et dans lequel nous avons en permanence, au fond, un certain nombre de capteurs, de senseurs qui récoltent de la donnée, qu'on récupère soit en continu, soit à l'occasion de campagnes particulières. Mais on a 3 autres observatoires, un qui est en gros dans vers Nice, Toulon pour faire court, enfin voilà, en Méditerranée, un qui est en mer Noire et puis un qui est à proximité immédiate de Brest. Et nous sommes dans un processus où nous allons en installer 2 autres, 2 nouveaux, un au large de Mayotte, autour, et pas seulement sur le volcan, mais autour du volcan de Mayotte, et puis un autre qui a fait l'objet du dialogue maritime franco-japonais. Hier matin, nous étions en dialogue online avec les Japonais, parce que au large de la Nouvelle-Calédonie, on va installer aussi un observatoire de fond de mer. Alors ces objets-là, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? C'est-à-dire la flotte d'un côté et puis les observatoires sous-marins. Ça permet par exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces diapositives, mais ça permet par exemple de se poser des questions sur à quelle vitesse
les organismes marins qui sont sur le fond, et je vous ai dit qu'il y avait de la biodiversité, à quelle vitesse se déploient-ils, se disséminent-ils, comment est-ce qu'ils se répartissent dans l'espace, comment est-ce qu'ils colonisent de nouveaux habitats. Et donc vous voyez ici des images où on a déposé des petits échantillons avec différents substrats, puis on essaye de voir à quelle vitesse, en revenant régulièrement, eh bien, ces substrats sont colonisés, ou à quelle distance d'une source hydrothermale, par exemple, on va trouver effectivement un certain nombre d'organismes vivants. Donc on a des manips très expérimentales. Ça peut vous paraître de la science ponctuelle et fondamentale, mais de fait, il y a des choses de ce type-là. L'autre diapositive en bas à droite illustre le fait que donc vous avez là une cheminée hydrothermale qui est en gris, que vous avez coupée horizontalement, donc vous avez une vision en plan, et autour vous avez une cartographie de la circulation, de l'hydrographie à ces profondeurs-là, en gros à 1500 mètres de profondeur si je ne m'abuse. Et on se rend compte que c'est particulièrement intéressant et important d'étudier ce genre de choses-là, parce que ça permet de comprendre la dissémination des larves des organismes vivants dans ces profondeurs. Autre type d'observatoire récent que nous avons installé dans des zones auxquelles on ne pense pas spontanément parce qu'on est souvent focalisé sur la question des ressources minérales profondes et des contrats avec l'AIFM. Mais dans le cadre d'un projet qui est piloté par l'Office français de la biodiversité, on est en train d'installer, on n'a pas encore toutes les données puisque ça va durer un certain nombre d'années, mais un observatoire pour suivre des habitats de coraux d'eau froide du canyon de l'Ampol. Et donc on a été amené à l'installer avec un de nos robots, qui en l'occurrence est, si je ne m'abuse, le robot Ariane. Mais l'année prochaine, Victor 6000 ira lui-même faire un certain nombre de mesures à nouveau dans cette zone-là. Donc voilà des illustrations de ce que nous faisons avec cette flotte et avec ces engins sous-marins. Pour terminer, quelques défis. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des mots-clés qui sont ici, mais je pense qu'ils sont beaucoup des choses qui sont évoquées là ont déjà été évoquées ce matin. Et ça fait partie de la dimension un peu duale qui a pu être mentionnée. Il est clair que les questions d'autonomie, les questions de communication, les questions de fiabilité sont des questions qui sont critiques. On ne peut pas se permettre de faire des choses qui ne seraient pas fiables avec des objets qui coûtent cher et qui ont demandé un investissement particulièrement long en temps. Donc c'est à ce titre-là que nous continuons d'innover. Alors je ne vais pas revenir sur le Nautil, sur Victor 6000, sur Ariane ou sur les AUV qu'on a pu développer. Je voudrais juste insister sur le dernier des objets qui est rentré en flotte, qui est donc un AUV 6000 qui s'appelle Ulix, qui a comme particularité qu'il a comme une assez belle autonomie, 150 km, 36 heures, qu'il a la capacité de travailler dans deux modes un peu différents, faire du survey, de la croisière, d'une certaine manière, à une assez grande vitesse, puis quand il observe quelque chose d'intéressant, de façon autonome, puisqu'il est autonome, de passer en vol quasi stationnaire, de descendre sur le fond et de faire un certain nombre d'observations plus précises. Donc ce projet-là, c'est typiquement un projet qu'on a développé en partenariat avec une entreprise qui, en l'occurrence, était ETK, devenue Excel, alors qui a été financée par différentes modalités, l'État français, l'Europe, la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais c'est une innovation importante, alors qui est en cours aujourd'hui de déploiement progressif, parce qu'une innovation de ce type-là, ça se teste. Tout à l'heure, j'ai bien entendu parler de marine proven, nous on dit sea proven, mais la chose importante, c'est qu'après, un jour, Ulix sera dans la flotte océanographique française, sera opéré par notre filiale G-Navire et sera à la disposition de tous les scientifiques français. Et donc, il faut qu'on fasse toute une série de tests. Donc, on a commencé l'été dernier dans le cadre d'une campagne qui s'appelait Hermine 2, qui est d'ailleurs une campagne qui est sur l'un des deux contrats AIFM de l'IFREMER, celui qui est sur les sulfures. Et puis on a continué un certain nombre de tests et récemment en Méditerranée, on a pu, le type de relief accidenté qui ont pu être caractérisés grâce à Ulix et qui permet donc de s'adapter à des terrains qui sont particulièrement accidentés. Pour terminer sur cette question de l'innovation et des sujets qui nous intéressent et nous motivent pour pouvoir mener à bien nos missions scientifiques, il y a les outils de demain, donc on a des réflexions sur l'autonomie et d'une certaine manière, Ulix est un exemple d'autonomie avec des questions d'enjeux énergétiques, d'enjeux de communication qu'on peut évoquer. Il y a un deuxième axe que je ne détaillerai pas, à part par une rapide diapositive, qui est l'usage des câbles sous-marins, pas pour les détecter et les protéger, mais pour s'en servir comme des capteurs, par exemple, pour regarder des déformations liées et des menaces sismiques.
Voilà, donc les capteurs peuvent être aussi des câbles sous-marins. Parmi les sujets importants en termes d'innovation, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir être capable d'élargir la portée de nos observatoires sous-marins. L'observatoire sous-marin, il est intrinsèquement ponctuel, il est dans un endroit particulier, il est éventuellement relié à une bouée qui est au-dessus. Et en fait, on va étudier des choses qui se passent dans sa proximité immédiate. Mais quand on a investi quelques millions, voire dizaines de millions d'euros dans un observatoire, évidemment, on se pose la question d'essayer de marginalement d'étendre la surface. Donc on a toute une série de questions qui peuvent être communes d'ailleurs à d'autres acteurs, qui sont comment, ayant ce point fixe, on peut travailler autour et rayonner à partir de l'observatoire sous-marin. Puis la deuxième type de question que j'évoquais il y a un instant, c'est comment on peut innover pour densifier les observations. Quand on regarde ici la carte de la Méditerranée, qu'on voit la densité de câbles qu'il y a, on se dit, tiens, mais si on avait le moyen de greffer un certain nombre de capteurs, de moyens d'observation sur ces câbles, on aurait sans doute la possibilité d'accroître nos besoins, enfin pas nos besoins, mais de satisfaire nos besoins d'observation en accroissant les observations. Juste un mot en conclusion. Donc, pour revenir sur un certain nombre de points, messages qui me paraissaient importants, nous avons un besoin, je pense avoir voulu vous l'illustrer, de connaissances fondamentales sur les écosystèmes sous-marins. On a besoin de connaître les habitats, on a besoin de connaître les dynamiques géoscientifiques ou géologiques qui sont à l'œuvre, on a besoin de connaître la biologie, la biodiversité. C'est un champ de recherche considérable. Et au passage, un point que je ne voudrais pas oublier, Jean-Marc Daniel va aussi m'avoir entendu plusieurs fois sur le sujet, on est très fiers à l'IFREMER d'avoir organisé l'automne 2021 la conférence qui a lieu tous les 3 ou 4 ans qui s'appelle Deep Sea Biology, conférence internationale. Alors on était un peu encore en période de Covid, 650 personnes inscrites, moitié en présentiel, moitié en distanciel. Enfin en gros il y avait toute la communauté de la biologie profonde marine. On pourrait faire la même chose pour la géologie, vous me direz, mais voilà. 650 personnes. Il faut que vous sachiez que tous les ans, y compris d'ailleurs avec des gens qui sont sur ce plateau de Saclay, mais qui ne sont pas des marins, tous les ans, il y a des colloques sur l'arabette des dames. Donc je suppose que vous savez tous ce qu'est l'arabette des dames, une petite plante qui est à peu près grande comme ça. Tous les ans, il y a des conférences sur l'arabette des dames et vous avez plus de 1000 participants, 1500, 2000, 3000, sur la biologie moléculaire de l'arabette des dames. Donc c'est pour que vous ayez en tête clairement que face à l'ampleur de ce que sont les grands fonds marins, et je ne parle ici que de la dimension biologique, mais ça vaudrait aussi pour la dimension géologique, face à l'ampleur du sujet, face à la difficulté pour aller investiguer, étudier, regarder ces sujets-là, nous avons des communautés scientifiques mondiales qui sont relativement modestes par rapport à ce que nous avons ailleurs. Je ne me plains pas quand je dis ça, mais c'est juste qu'il faut que nous ayons en tête cette question-là quand on a une stratégie comme celle qui a été évoquée tout à l'heure de maîtrise des fonds marins qui commence par la connaissance. On connaîtra à la mesure des investissements que nous aurons faits. Alors, moi, je parle ici surtout dans le domaine scientifique. Deuxième point important, c'est de développer de nouveaux moyens d'accès et d'observation, mais je crois que ça a été très bien illustré dans beaucoup de présentations ce matin. Troisième point qui est important, c'est de développer des nouvelles approches qui incluent les parties prenantes. Vous savez peut-être qu'il y a quelques années, il y a une expertise, un travail qui avait été fait sur Wallis et Futuna, et que finalement, qui concernait des ressources minérales au large de Wallis et Futuna, la représentation par les Wallisiens de ce qu'est l'océan, de ce que sont les ressources océaniques, n'est pas tout à fait la même que celle que nous avons. Et je pense qu'une partie des difficultés qui ont été rencontrées à ce moment-là, ça a été finalement dans la méthode d'interaction avec les Wallisiens. Et d'une certaine manière aussi, vous voyez bien que sur la question de l'interdiction de l'exploitation des grands fonds marins, il y a bien une question de représentation par la société civile, par les populations, de ce que sont ces environnements. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut pouvoir partager l'information, la connaissance, la disséminer avec le grand public, et puis aussi les inclure. Et puis, il y a un enjeu majeur qui est que les technologies ou les connaissances que nous développons à l'IFREMER, mais aussi avec nos partenaires du CNRS ou des universités, que ces connaissances, elles soient transférées et que les technologies aussi soient transférées. Et donc, moi, je voulais ici témoigner de l'importance que nous attachons au partenariat qu'on peut avoir avec
le public et le privé. Et donc, s'il y avait des questions trop pointues, je me tournerais vers mes acolytes que j'ai mentionnés tout à l'heure pour y répondre, parce que je ne suis pas sûr d'être toujours le plus qualifié pour le faire. Merci. Merci monsieur pour cette conférence. Ah, attends, il y en a. Monsieur Amplica. J'ai vu que vous aviez installé des capteurs en mer de Marmara. Deux questions. Qu'est-ce que vous étudiez en mer de Marmara? Et est-ce que les tensions géopolitiques peuvent affecter le travail de l'Ifremer? Alors, j'ai commencé par répondre à la deuxième question. Puis si quelqu'un peut passer un micro à Jean-Marc Daniel, il sera plus précis que moi pour parler de ce qui se fait. Il est là-bas, en mer de Marmara. Bah oui, nos activités peuvent être affectées par les tensions géopolitiques. Actuellement, nous n'allons pas faire des campagnes partout. Par exemple, je ne crois pas que nous ayons quelconque navire en mer Noire qui soit allé dans la période récente. Il nous est arrivé, et c'est public, donc je peux le dire, d'être au cœur même, en Méditerranée, et pas en mer Noire, mais au cœur d'un petit moment de tension. Nous avons pu être flanqués de frégates de deux pays différents. Voilà, c'est arrivé, c'est public. Donc oui, il peut y avoir des éléments de tension géopolitique. Il y a dans toutes les campagnes océanographiques que nous menons un besoin d'avoir des autorisations quand on va dans les eaux des autres pays. Et c'est un sujet, un sujet de grande attention. Donc oui, il y a une dimension géopolitique clairement dans ces sujets. J'indiquerai par ailleurs qu'il y a beaucoup de campagnes océanographiques. La communauté scientifique sur ces sujets est très internationale. Et donc il y a beaucoup de campagnes qui impliquent des partenaires étrangers assez régulièrement. Jean-Marc, tu peux dire un mot sur la mer de Marmara ? Oui. Donc l'intérêt qu'on porte à la mer de Marmara, il est lié au fait qu'elle est traversée par une faille sismique qui est extrêmement active, qui a causé déjà beaucoup de dégâts et qui menace très fortement Istanbul. Donc en fait, il y a beaucoup de programmes internationaux qui concernent l'activité sismique de cette faille, beaucoup de travaux qui concernent aussi la prédiction des tremblements de terre dans ce type d'environnement sous-marin. Et donc, ce qu'on y développe, ce qu'on y a déposé, on a déposé des stations d'observation pour faire de la géodésie sous-marine. Et là, on est en train de travailler à y déposer des piézomètres pour être capable de mesurer les variations de pression interstitielle dans les sédiments et utiliser ces variations de pression interstitielle comme indicateur ou comme précurseur de très grands séismes. Donc c'est ça l'intérêt qu'on a principalement dans la mer de Marmara. C'est vraiment un enjeu, ça fait partie des enjeux qui ont été rappelés par François Houllier qui concernent tout ce qui est aléas sous-marins. Effectivement, donc, on est gêné dans cette région-là du monde pour faire un certain nombre d'observations. En ce moment, on a des piézomètres, le type de piézomètres qu'on va déployer en mer de Marmara, qui sont coincés en mer Noire. Et je pense qu'ils vont rester au fond parce qu'on sera, au vu des événements actuels, avant qu'on les récupère, il va se passer, je pense, quelques temps. Monsieur le Président, pour votre exposé passionnant, j'avais 3 questions. Est-ce que vous pourriez dire un mot de 3 projets, l'observation des neutrinos dans la Méditerranée avec Antares, 1000 km3 net, l'observation de l'Antarctique avec PolarPod, et 3e sujet, l'avenir de l'alimentation de l'humanité par les macroalgues, en sachant que le groupe X Environnement a fait une conférence passionnante le 25 janvier sur une expérience qui se passe au large de l'embouchure de l'Audet, en Bretagne, avec une ferme de 150 hectares, et un exposé de le représentant de l'ONU qui explique que l'avenir de l'alimentation humaine passe par les macroalgues. Bon, alors je vais commencer par la fin. Les macroalgues, c'est pas trop les grands fonds et c'est pas trop la spécialité de l'Ifremer. Ça veut pas dire que c'est pas important, mais de fait, on est amené, on n'est pas un établissement énorme en taille et donc on est amené à faire un certain nombre de priorités. Donc on a peu de compétences sur les macroalgues. Sur le deuxième point qui était la circumnavigation qui est prévue
autour de l'Antarctique, où la double circumnavigation prévue avec l'engin PolarPod, c'est donc une sorte de... Pour ceux qui ne connaîtraient pas, de crayon que vous plantez dans l'océan, il y a 100 mètres sous l'eau et une vingtaine de mètres au-dessus, enfin un peu plus, et puis il y a 8 personnes qui se laissent dériver et qui font des mesures. Donc on fait ça avec Jean-Louis Etienne, c'est lui l'initiateur. Pour l'instant, on est en train de construire le PolarPod. Olivier Lefort pourrait préciser où nous en sommes. Enfin voilà, le chantier a été choisi, les choses vont se dérouler. Il se trouve que c'était... Je suis parfois un peu irrévérencieux. C'est financé par France 2030. Parfois, y compris dans un communiqué de presse, on a dit que c'était financé au titre de l'objectif 10 de France 2030. Pour être sincère, PolarPod n'a pas non plus grand-chose à voir avec les grands fonds marins. Ça va permettre d'étudier une zone qui est très mal connue, l'océan austral. Ça va permettre d'obtenir, par exemple, des informations intéressantes à l'interface océan-atmosphère. Ça va permettre de calibrer probablement des données satellites sur tout ce qui relève du plancton et la couleur de l'océan. Bon, mais ça relève quand même pas complètement des grands fonds, même si parfois ça apparaît dans la rubrique grands fonds de France 2030. Ben voilà, c'est mon caractère coquin. Et puis voilà, donc on espère que la circumnavigation démarrera dans 2 ans et demi, par là, quelque chose comme ça, pour donner un ordre de grandeur. Donc c'est un projet particulièrement lourd. Sur le kilomètre cube net, là, comment s'appelle, l'observatoire du CNRS, il se trouve que le CNRS a installé au large de Toulon, pour faire court, un observatoire astrophysique qui permet de suivre les trajectoires des neutrinos et de les détecter. À cet observatoire qui ne concerne pas l'Ifremer ni strictement l'océan en tant que tel, sont associées toute une série de mesures et d'observations plus du fond de l'océan. Donc on y a couplé un observatoire sous-marin plus classique. Et de fait, sous le contrôle d'Olivier Lefort, la flotte océanographique française, mais pas qu'elle, a été mobilisée pour installer toute une partie de cet observatoire, qui est quand même un objet assez exceptionnel. Hein. On a eu une présentation la semaine dernière à la Seine-sur-Mer sur ce sujet. Voilà, ça fait rêver, mais c'est pas tout à fait la même science que celle dont je vous parle là, parce que c'est l'astrophysique qui fait rêver, en l'occurrence. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre présentation. J'imagine qu'il doit y avoir parfois quelques tensions ou rivalités entre le milieu de la recherche, le milieu industriel et le milieu militaire. Il me semble que ça se passe assez bien en France, d'après ce que je vois, d'après les organismes que vous représentez notamment. Je voulais savoir comment vous faisiez pour permettre, favoriser et garantir cette bonne entente, cette bonne communication entre ces différents milieux. Alors je pense que ça demande enfin là je parle sous le contrôle de tout un tas de... Nous invitons par exemple l'ancien major général de la marine à faire une plongée dans le Nautile. Ça permet d'entretenir l'amitié puis d'avoir une bonne connaissance à la fois du Pourquoi pas, qui est un navire commun à la marine nationale et puis à l'Ifremer. Même s'il appartient à l'Ifremer, il a été cofinancé par la marine. Voilà, non, mais au-delà de la boutade, hein, j'espère que vous m'en voulez pas, hein, au-delà de la boutade, ça demande du temps, ça demande de comprendre quels sont les besoins des uns et des autres, ça demande aussi du respect et des objectifs qui ne sont pas tout à fait les mêmes, de fait, hein, et puis des pratiques qui ne sont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension. Quand je dis qu'il peut y avoir tension, parce que nous n'avons pas nécessairement les mêmes objectifs. Et puis aujourd'hui, nous connaissons par exemple une tension particulière qui est liée à France 2030. Autant dire les choses simplement. Et c'est dommage que M. Dessèze soit parti. Mais quand vous êtes le seul établissement à avoir des capacités d'innovation, de recherche techno dans le domaine de l'investigation des environnements profonds, ce qui est à peu près quand même le cas d'Ifremer aujourd'hui, c'est-à-dire au-delà de 2000, 3000, voilà, jusqu'à 6000 mètres. Et que vous voyez arriver France 2030, c'est à la fois une très belle opportunité. Puis simultanément, vous avez toute une série de gens qui sont intéressés par utiliser, solliciter, mobiliser, voilà, vous prenez tous les airs que vous voulez, les compétences qui sont en groupe dans l'unité de Jan Obder-Beke, mais pas que, hein, parce que donc il dirige l'unité système sous-marin, qui se trouve à la confluence de l'expression des besoins des scientifiques qui disent « mais moi, j'ai besoin d'un ULIX pour aller étudier des éléments de science que je vous ai présentés ».
Puis vous allez avoir des collègues de la marine, et je crois que l'amiral Durando l'a présenté, qui vont dire mais c'est intéressant de savoir ce que ça fait, il faut pouvoir tester, bon, qui vont demander pouvoir l'utiliser pour le tester un jour ou l'autre. Et puis vous allez avoir des entreprises qui vont dire on a travaillé avec vous en commun et on aimerait bien que vous puissiez demain nous transférer un certain nombre de compétences, de savoir-faire, enfin vous prenez le terme que vous souhaitez, de telle manière qu'on puisse monter une filière industrielle. Et ça va tomber sur le même groupe. Donc ce n'est pas une tension au sens que nous ne nous entendrions pas, c'est une tension sur la ressource humaine. Tout à l'heure, je crois que ça a été évoqué dans certains propos. C'est l'amiral Durando qui a dû parler des questions de ressources humaines dans votre secteur, mais nous avons le même genre de sujet. Donc oui, il y a un moment où il y a besoin à la fois de bien comprendre quels sont les objectifs des uns et des autres. Une filière industrielle, elle va vouloir monter, faire des pilotes, des premiers exemplaires pour pouvoir les reproduire, acquérir de l'expérience, se servir de nous pour qu'on dise que c'est si proven. Nous, notre boulot, c'est de développer des technos, mais qui vont quand même plutôt vers les chercheurs, au sens premier du terme. Et puis la Marine nationale, elle a par ailleurs elle a son propre agenda qui est tout à fait respectable. Donc il faut à la fois identifier les convergences, puis arriver... voilà. Une fois que j'ai dit ça, le problème reste entier sur les ressources dont nous disposons. Mais je pense que Yann Opterbeken ne me démentirait pas. C'est bien ça, Yann? Aspirant Cotin de la promotion N21 de l'école navale. Merci monsieur pour votre présentation. Ma question porte justement sur la précédente. Elle porte sur les observatoires sous-marins dont vous nous avez parlé. Serait-il envisageable de penser à une collaboration avec la Marine nationale dans le cadre d'une militarisation peut-être de ces observatoires par la mise en œuvre, j'entends, de sonars actifs par exemple, qui permettrait de détecter la présence de sous-marins ou non de différents pays compétiteurs. Merci. Alors pour l'instant, on est capable de faire, c'était peut-être la question tout à l'heure de Bernard Commer, sur l'observatoire neutrino, on est capable en gros de faire des observatoires qui aient des objectifs assez différents, c'est-à-dire au même endroit. On observe des neutrinos pour des astrophysiciens, pour faire court, puis on fait de la science sous-marine classique pour faire tout aussi court. Là, la question que vous posez, elle est un petit peu différente. Les observatoires en termes de localisation, c'est-à-dire les endroits où nous sommes, aux Açores, à Molène, en Méditerranée, en mer de Marmara, ils ont été choisis pour des questions scientifiques qui pouvaient être d'intérêt particulier. Je ne suis pas sûr, d'abord, que ce serait les meilleures façons de localiser. Je ne suis pas sûr que ce seraient les bons endroits pour des finalités qui seraient des finalités de défense. Puis après, je ne suis pas tout à fait certain mais moi j'en parle assez librement, que ce soit l'intérêt alors que la technologie, que le concept, que un certain nombre d'idées soient réutilisables par le ministère des Armées, par la Marine nationale, moi j'y vois pas d'inconvénient majeur. Par contre, je ne suis pas sûr que co-localiser des activités qui sont éminemment scientifiques et civiles avec des activités qui seraient éminemment de défense soit le plus malin ou le plus efficace. Voilà. On est fermé à rien, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit si facile que ça à faire. Par contre, réutiliser un certain nombre de technologies, de savoir-faire, de compétences, ça, je pense que c'est du domaine du faisable. Merci beaucoup, Monsieur Houllier.